Bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où on va continuer à regarder les choses concernant la théorie de l'évolution, les dommages que ça a causé versus la réalité de la création de Dieu. Là, les dommages, on les a vus pas mal. On va faire un récapitulatif, une récapitulation des choses qu'on a vues dans les pratiquement 35 dernières séances pour se remettre un petit peu dans le bain avant de se donner une autre lancée vers ce qui concerne les dinosaures, le monde prédiluvien, donc ces choses-là. Et les choses qu'on a peut-être omis ou qu'on n'avait pas vues dans les premières séances. Donc, vous vous souvenez, on avait commencé avec ce slide-là, début. Donc, récapitulatif, c'est ça le mot qui m'échappait tantôt. Avant d'aller plus loin dans notre étude, faisons un petit récapitulatif de ce que nous avons déjà appris. Nous avons commencé par parler de la théorie de l'évolution, on se souvient de ça. On a vu les 6 différents types d'évolution qui sont proposés par cette théorie. On va les revoir tantôt plus en détail. Vous vous souvenez de ce slide-là? On l'avait vu souvent. Donc, au tout début, nous avons commencé par 2 séances d'introduction. Il n'y avait pas de PowerPoint. C'est sur YouTube en passant, si vous voulez les revoir. Sont toutes listées dans une liste complètement et sont tous en ordre. Donc, vous pouvez tous aller les voir. Donc, on a commencé par 2 séances d'introduction qu'on expliquait ce qui motive notre série d'études. Dans ces 2 premières séances, on a mentionné que nous devons être apologétiques sur le sujet de la théorie de l'évolution versus la vérité des Écritures en ce qui nous concerne, ce qui nous parle de la réalité de la création de Dieu. Parce que la théorie de l'évolution, par le mensonge subtil du serpent, donc de notre adversaire le diable, fait obstacle à la réalité d'une création en 6 jours. Elle amène les hommes à croire que le tout premier livre de la Bible, qui est la Genèse, est un amalgame de légendes. Ainsi donc, si la Bible commence sa série de 66 livres par des légendes, comment pourrions-nous nous fier au reste comme étant vérité? En Genèse 1.1 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». C'est pas une légende. Donc, l'objectif de l'adversaire est de discréditer ce que Dieu dit, donc de discréditer la parole de Dieu à sa source même, dès le commencement. Voici la conclusion des hommes qui croient les mensonges de la théorie de l'évolution. Si la Bible a tort sur les origines de la création, pourquoi aurait-elle raison sur le fait qu'on a besoin d'un sauveur? Si la création en 6 jours est une légende, n'en serait-il pas autant sur le personnage mythique de Jésus, sur ses miracles, sur son ministère, sur sa résurrection? Si c'est pas vrai au début, pourquoi c'est vrai vers plus tard, puis pourquoi c'est vrai aussi à la fin? Qu'est-ce qu'on avait expliqué? C'est que l'adversaire, voici comment il fonctionne. Il va te donner 99% de vérité avec 1% de mensonge à l'intérieur. Puis 1% de mensonge, c'est combien de pourcents de mensonge au total? 99% de vérité, c'est combien de pourcents de mensonge? C'est 100% de mensonge. Donc, 99% de vérité, c'est 100% du mensonge. Donc, c'est exactement ça. Donc, on avait donné l'exemple avec du poison à rat. Une petite partie de poison dans de la bonne nourriture. Le rat pense que c'est de la bonne bouffe, mais c'est 100% un mélange qui est un poison. Dans notre première présentation PowerPoint, on a regardé les 4 grandes questions existentielles. Vous vous souvenez de ça? C'était qui suis-je, d'où viens-je, pourquoi suis-je ici, où irai-je après ma mort? Donc, la plupart des gens arrivent à un temps, soit que c'est déjà fait, soit qu'à un moment donné, ils oublient ça, soit qu'ils vont revenir à ça dans le temps, lorsqu'ils vont passer en âge, mais ils vont se poser ces questions-là. D'autrement dit, qu'est-ce que je fais ici? Mais ça t'amène à te demander c'est qui je suis vraiment, puis d'où c'est que je viens, puis pourquoi je suis ici, puis s'il y a quelque chose après la mort, y a-t-il quelque chose après la mort? Il sait qu'il va se passer quoi? Donc, c'est 4 questions existentielles que la plupart des êtres humains normalement constitués se posent ou devraient se poser. À cette heure, il y a pas mal moins de monde qui sont normalement constitués, je dirais. Nous avons ensuite regardé la réelle définition de la science. Donc, qu'est-ce que la science? La science, c'est une connaissance qui est certaine, qui est assurée par l'observation des phénomènes ou des éléments. Donc, tu observes les éléments, les phénomènes, tu peux les observer, première des choses. 2, tu peux les voir se répéter, puis le même résultat revient temps après temps. 2 plus 2, 4. 2 plus 2, 4. 2 plus 2, 4. Ça, c'est de la science. Faisant donc une différence entre ce qui est observable, donc les faits,
et ce qui n'est pas observable, c'est-à-dire une théorie. Donc, c'est pas pour rien que la théorie de l'évolution s'appelle la théorie de l'évolution, c'est que la plupart des lubies qui concernent cette théorie ne sont pas des éléments observables. C'est pour ça qu'ils disent tout le temps, il y a des milliards d'années, il y a des millions d'années. Ben oui, parce que tu peux pas rien observer. Donc, tu sais, s'il y a des millions d'années en arrière, tu arrives à une telle équation. Moi, si je mets des millions d'années en avant, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que peut-être que les singes vont pouvoir écrire du Shakespeare. Pourquoi pas? On peut inventer n'importe quoi avec des millions d'années. C'est un conte de fées. Donc, c'est pas sérieux au final. Donc, c'est rien de scientifique. C'est pas parce que tu le mets dans, tu mets quelqu'un avec un cerf blanc qui me parle de ça que ça fait en sorte que c'est scientifique. Donc, il y a donc une différence entre savoir une chose et croire en quelque chose. Donc, lorsque quelqu'un te dit, ah, mais les dinosaures ont existé là des millions d'années, tu peux toujours poser la question, est-ce que tu sais ça? Et où est-ce que tu crois à ça? Ils vont dire, ah, je le sais. Comment le sais-tu? Ils vont se rendre compte assez rapidement que, dans le fond, c'est juste une croyance. D'accord? Nous avons parlé de l'âge de la Terre selon la théorie de l'évolution. Nous avons aussi parlé du langage utilisé par les théoriciens de l'évolution et comment ils endoctrinent la jeunesse, donc nos enfants, dès très un jeune âge. Les enfants aiment ça, les dinosaures. Tu mets des petits bonhommes de dinosaures, ils vont aimer ça. Donc, ils endoctrinent la jeunesse avec la disparition des dinosaures en ramenant constamment le fameux narratif de « il y a des millions d'années ». Un texte d'un livre de première année primaire disait que la Terre a beaucoup changé depuis sa formation et non pas depuis sa création. Il y a 4,5 milliards d'années que des espèces se sont adaptées au changement, mais les dinosaures n'ont pas pu survivre à ces changements-là. Donc, quand tu mets des millions d'années, tu peux inventer n'importe quelle histoire. Nous avons vu aussi les 6 grandes branches de l'évolution ou de la théorie de l'évolution. Ce qu'on avait vu au début, on va les revoir un peu. Mais une seule des 6 grandes branches de l'évolution est observable, donc scientifique. Donc, si tu peux pas l'observer, c'est pas de la science. Si tu peux l'observer, là, tu peux en faire de la science. Ça a du sens, professeur? Parfait, merci. Donc, le mot évolution a plusieurs significations, mais une seule est scientifique, si vous vous souvenez. Donc, il y avait l'évolution cosmique en le Big Bang, toute l'origine du temps, de la matière, etc. Mais ça nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, hein, le temps, espace et matière. Donc, deuxième, l'évolution chimique, l'origine des éléments plus gros provenant de l'hydrogène, l'évolution stellaire ou planétaire, donc l'origine des étoiles, des planètes, etc., des astres, l'origine organique, donc l'origine de la vie, et la macroévolution, c'est-à-dire l'origine des espèces diverses. Donc, bon, on se rend jusque-là, au point 4, l'origine de la vie, on vient probablement d'une bactérie, puis de cette bactérie-là, ben, tout a grandi, puis on est rendu nous autres, puis bon, toute une chaîne part. Donc ça, c'est l'évolution des origines diverses, des espèces diverses. Et l'homme descend du singe, etc. Et la microévolution. Donc de la macro, on passe à la micro. Et ça, c'est quoi? C'est une variation parmi les espèces, et c'est la seule qui est observable. Et les 5 premières, en fait, sont simplement de la religion. Il n'y a rien d'observable, donc tu dois y croire par la foi pour y croire. Parce que personne ne peut te prouver que c'est vrai. Ils peuvent juste avoir des théories scientifiques, mais aucune preuve scientifique. D'accord? Donc, un paquet de calculs, un paquet de ci, de ça, puis ils vont tout le temps mettre ça avec quelqu'un qui s'identifie à la science pour te faire à croire que c'est un fait, mais ce ne sont pas des faits, ce ne sont que des théories. Et qui dit théorie dit croyance par la foi. Pour ce qui est de la microévolution ou de l'adaptation des espèces, c'est scientifique, effectivement. Les espèces peuvent s'adapter à leur environnement et changer quelques parties de leur physionomie ou anatomie pour s'adapter au climat, pour s'adapter à la nourriture, pour s'adapter à un paquet de choses comme ça. On a comparé aussi le tout vis-à-vis de la vraie science avec certaines des lois de la thermodynamique, donc les 2 premières seulement. On n'a pas besoin d'aller loin. Les 2 premières démolissent complètement la théorie de l'évolution. Et ça, c'est de la science, c'est des choses observables. Donc, la première loi de la thermodynamique disait que la matière ne peut être créée ou détruite. Rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Et la deuxième loi de la thermodynamique nous dit que tout tend à se détériorer. Donc, avec le temps, avec l'énergie, peu importe, tout finit par se détériorer. Donc, il n'y a rien qui s'améliore avec le temps.
peut pas être le produit de l'évolution, ça va contre la deuxième loi de la thermodynamique. Et rien ne peut se créer, donc rien ne se crée, rien ne se perd. Donc, c'est impossible que rien est devenu quelque chose, ce qui est la théorie du Big Bang. C'est qu'au début, au commencement, il n'y avait rien. Et rien avait devenu quelque chose. Puis le petit quelque chose, il était tout petit, tout petit, tout petit, puis il spinait bien, bien vite, puis il y avait bien, bien, bien de l'énergie. On sait pas, ça vient d'où l'énergie? Il n'y avait rien. On sait pas. Mais là, ça a explosé. Okay, comment ça? On sait pas. Mais là, ça a explosé, puis dans toute cette petite affaire-là qui tournait bien, bien vite, qui était rien avant, puis que là, il a trouvé bien de l'énergie pour chauffer puis exploser. Les planètes grosses comme la Terre, Pluton, wow, les petites, c'est là, et Jupiter, peu importe, étaient toutes là-dedans. Ça fait tellement de sens. Embrasse une grenouille, elle va devenir un prince. Nous avons démasqué les énoncés non scientifiques qui s'associent à l'évolution cosmique, chimique et planétaire. Le fameux Big Bang par lequel rien dans le néant est devenu quelque chose, ce que je viens de mentionner. De l'équivalent d'un petit poids condensé, il y a eu un Big Bang. Et après ça, il y a eu éventuellement, il y a eu un Big Spin, un Big Bang. Ah oui, Big Spin dans l'ordre. Big Spin, ça bang. Puis éventuellement, il va y avoir un Big Crunch. Fait que là, il y a l'expansion de l'univers, puis là, ça va revenir sur son point central. C'est impossible que ça revienne sur son point central. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent pourquoi? Parce que si ça revient, exemple, tu sais, deux planètes qui reviennent sur le point central, quand ils vont rentrer en collision, ils imploseront pas, ils vont exploser, ça va repousser encore les limites. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas que tout va revenir là-dedans. Ça se peut pas, OK? Ça n'a aucun sens. Et éventuellement, il va y avoir le Big Crunch. Et le tout équivalent à un conte de fées n'est rien d'autre qu'un big mensonge. Mais éventuellement, il va y avoir ce qu'on appelle le Big Burn. Quand ça nous dit que tous les éléments vont être embrasés, que la Terre va être renouvelée, que ça nous dit l'apôtre Pierre dans son... Donc l'observation de notre univers ne serait-ce que dans notre système solaire, on n'a pas besoin d'aller loin, là, nous démontre l'impossibilité de cette théorie. Ces théories ne sont que de la science-fiction, et non seulement c'est de la science, pas de la science, c'est de la science-fiction, c'est fictif, mais ils ont même été suggérés par un auteur de science-fiction qui est George Gemall, qui a écrit Les aventures de Mr. Tompkins. Hein, donc, c'est un auteur de science-fiction. Ben, c'est sûr, il est créatif, il a plein d'imagination. C'est comme si on dirait, ben, tu sais, Star Trek, là, ce qui se passe, c'est vrai. T'sais. Sur le vaisseau spatial. L'équivalent. Nous avons démasqué la théorie de l'évolution qui stipule, dont à date, vous vous souvenez de ces choses-là qu'on a vues? OK. On a démasqué la théorie de l'évolution qui stipule que grâce au temps, donc des millions d'années, il y a une forme d'énergie, donc le développement de la vie. Les éléments ont évolué pour nous mener à ce que nous voyons aujourd'hui. Ce qui contredit, comme je disais tantôt, la deuxième loi de la thermodynamique, qui précise qu'avec le temps, tout se détériore. Il n'y a rien qui s'améliore avec le temps. Ça, c'est scientifique. Ça, c'est observable. De dire que les choses s'améliorent avec le temps, ça allait en l'encontre de la science. Donc, c'est complètement du conte de fées. À part le bon vin. Le fromage. Le fromage, le vin. De la même manière, la théorie de l'évolution tente de se prouver en stipulant qu'à travers l'évolution, nous perdons des vestiges de notre vieille nature animale. Bon, maintenant, la preuve qu'on évolue, c'est qu'on perd les vestiges de notre vieille nature animale, hein, comme on n'a plus de queue. On avait peut-être une queue avant, on ne sait pas. Moi, je l'aurais gardé. Tu sais, quand tes bras pleins, c'est pratique pour ouvrir la porte. Alors, si évolution il y avait, nous devrions gagner des développements supplémentaires et non en perdre. Hein, tu peux pas évoluer en perdant quelque chose. Il faut que tu évolues en gagnant quelque chose. Donc, ça fait aucun sens. Encore une fois, c'est un narratif contraire. C'est comme un langage qui se contredit. Nous avons aussi parlé de la Pangée. Donc, on change de sujet. Donc, méga gros continent préhistorique, suivi de ce qui est connu sous le terme de la dérive des continents. Donc, si on regarde la Pangée, il manque plein de pays, dans le fond. Et ça fonctionne pas du tout. Les grosseurs, là, comme on voit sur une map, ne sont pas cohérentes avec la réalité de ce qu'il y a sur le globe.
Ça a l'air que ça pourrait arriver, mais c'est pas ça. En fait, on va en parler un petit peu plus. Notre conclusion fut que les continents ne sont pas à la dérive. Et oui, il y a des plaques tectoniques, oui, il y a des mouvements, mais ils sont pas à dérive, les continents. Les continents ne flottent pas. Les continents sont retenus les uns aux autres par les fonds marins. En dessous, il y a de la terre. En dessous, il y a quelque chose, il y a de la roche. Aussi, à la surface terrestre, lors des temps prédiluviens, la Terre ne devait pas être couverte à 70% d'eau telle que nous pouvons l'observer de nos jours. Donc, l'eau du déluge, qui est partie d'en bas vers le haut, qui est partie du haut vers le bas, ben, il y en a aujourd'hui, elle est encore là. Il y en a beaucoup qui est encore là. Donc, c'est certain qu'il devait y avoir plus de terres habitables, mais pas nécessairement la Pangée et les continents ont dérivé. Probablement que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus d'eau. Donc, ça nous donne l'impression que les continents se sont séparés, mais c'est juste qu'il y a plus d'eau sur la Terre. Nous avons aussi vu que, selon la théorie de l'évolution, nous serions tous les descendants de la forme de vie la plus simple qui soit. Quelle est la forme de vie la plus simple qui soit? On n'a pas trouvé encore de plus simple que ça. C'est la bactérie unicellulaire. Donc, hein, ça nous disait, le narratif dit que dans un bassin d'eau chauffé, ils sont même capables de dire des fois que c'est une soupe orangée de couleur orange. Donc, dans un bassin d'eau chauffé par la croûte, appelée la soupe originelle, l'organisme sous sa forme la plus simple a pris vie. Donc, il est arrivé, pouf! Encore une fois, rien n'est devenu quelque chose. Donc, une bactérie unicellulaire qui est notre grand-papa. Donc, la forme de vie la plus simple, c'est quoi? C'est quoi la forme de vie la plus simple? La bactérie unicellulaire. On a un méchant problème avec ça, d'accord? C'était peut-être bon en 1901, mais aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, puis les études de justement de tout ce qui est les microbiologie, c'est une vraie farce, là. À la grande tristesse des évolutionnistes, la science de la microbiologie prouve que cette forme de vie étant la plus simple est formée d'une mécanique ultra complexe. Comprenez-vous que la forme de vie la plus simple est ultra complexe. Non seulement il y a une énorme complexité dans cette forme de vie la plus simple, mais il en existe deux types distincts. Donc, pas juste ça. Tu sais, si c'était un papa, comment il a fait de trouver maman? Ça marche pas. Mais de cette forme de vie simple, il y en a deux sortes. Donc, laquelle qui est venue en premier, on ne sait pas. Donc, tu as les protophytes, tu as les protozoaires. Donc, ça nous dit même dans le texte qu'il est là la cellule premier être vivant. Imagine-toi, toi. L'organisme vivant le plus simple et le plus microscopique qui soit est la cellule. Pourtant, la cellule était déjà un être complexe. Il dit c'est simple, mais c'est complexe. Comprenez-vous comment que les langages, ça ne fit pas? Le narratif, il se détériore. Puis, tu as les protophytes puis les protozoaires. Donc, qu'est-ce qui venait en premier, le végétal ou l'animal? Comment que papa a trouvé maman, comment maman a trouvé papa? Donc, deux types de cellules complexes. Puis, non seulement elle est complexe, mais il a fallu qu'elle apparaisse instantanément sous une forme complexe. Encore, ça fait aucun sens. Si tu retires quoi que ce soit de cette cellule-là, elle meurt. La flagelle, peu importe ce que tu retires qui est à l'intérieur de la cellule, si tu enlèves un élément, elle meurt. Donc, elle doit apparaître instantanément dans sa complexité. Non, moi je dirais un créateur. Nous avons éventuellement vu les nombreuses légendes des déluges à travers les nations du monde. Plusieurs de ces légendes ont été transmises oralement de génération en génération et contiennent de nombreux détails qui s'associent au récit biblique du déluge global de l'époque du patriarche Noé. Hein, on se souvient, on avait vu ça, il y en a même dans les légendes à travers les Amérindiens de l'Amérique du Nord, du Canada, etc. Donc, dans toutes ces légendes des différentes nations, même le nom de Noé revenait, prenant part à l'étymologie, donc l'origine des mots, de plusieurs des mots qui s'associent soit à l'humanité, soit au monde de tout ce qui est nautique. Vous vous souvenez de ça? Nous avons vu aussi l'évidence des histoires reliées à la Genèse dans l'écriture d'une civilisation ancienne, donc dans les sinogrammes chinois, hein, donc vaisseau plus huit plus montagne égale bateau. Nous avons progressé avec des théories intéressantes, donc théorie contre théorie, là, sur les phénomènes qui auraient contribué à la réalité du déluge, genre qu'il y avait un canopy d'eau probablement qui était tombé sur la Terre.
et que ça créait un effet de serre, etc., etc. Nous avons vu la possibilité des différences climatiques entre le monde prédiluvien et notre monde post-diluvien. Vous voyez, il y avait des géants dans ce temps-là, que ça nous dit dans la Bible. Mais les bébites aussi étaient géantes. Et lorsqu'on voit une libellule, une simple libellule à côté, méchant gros maringouin, à côté d'un être humain, quand tu dis qu'il est plus large que le corps de l'être humain, juste avec ses ailes. Nous avons vu un indice biblique évident des changements climatiques avant et après le déluge par la révélation de la diminution de l'espérance de vie des hommes, comme on a dit tantôt concernant Israël. Nous avons vu les évidences d'un taux d'oxygène plus élevé lors des temps dits préhistoriques. Lorsque tu trouves des bulles d'ambre à l'intérieur, il y a des bulles d'oxygène qui sont enfermées. Lorsqu'ils testent l'oxygène, c'est 50% plus d'oxygène que ce qu'on a aujourd'hui. Imaginez avoir plus d'oxygène, il n'y a personne qui dormira ici ce soir. On serait tous bons pour veiller jusqu'à minuit. Nous sommes ainsi passés des théories concernant le monde prédiluvien et du déluge global aux évidences géologiques qui nous présentent la réalité de ce déluge. Qu'est-ce qu'on voit là? Ça, c'est un bâtiment, mais c'est quoi ça, ces formes-là? Comment ça s'est fait? En fait, c'est les évidences d'ondulations gigantesques à travers le monde. On a vu ça, hein? On a vu les transports des roches erratiques, l'érosion des chutes géantes de dry fall, et puis comparé à celles du Niagara, on va les voir. Donc, souvenez-vous de ça. Ça, c'est des mouvements de vagues qui ont créé ces... Fait qu'il fallait qu'il y ait au moins 1000 pieds d'eau pour arriver à faire ça, à cet endroit-là. C'est une plaine aujourd'hui. Puis des roches qui se tiennent dans le milieu de nulle part, qui n'ont aucun rapport avec le sol et la géologie qui est là. Donc, qu'est-ce qui les a transportés? Dry fall. Vous vous souvenez de ça? Dry fall, c'est des vieilles chutes. Puis on avait calculé le nombre d'eau au mètre cube, comment il fallait qu'il coule d'eau en même temps. C'était comme toute l'eau sur la terre pendant je sais pas combien de temps. Ça, ce qu'on voit, le petit carré rouge. Les chutes du Niagara sont minuscules en comparaison aux anciennes chutes fossilisées de Dry Fall à Grand Coulee. Les chutes du Niagara, toi. Tu penses que c'était gros, les chutes du Niagara? Grand Coulee, ça, Dry Fall, ça, c'est gros. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'il y a des chutes grosses de même, le déluge de Noé? Dans cette réalité, nous avons vu la possibilité que certaines des grandes montagnes que nous voyons aujourd'hui sont le résultat de sédiments mous qui furent compressés lors du retrait massif des eaux du déluge. Ça a comme été compressé, puis on voit des zigzags, on voit des S, on voit, donc, ce que ça veut dire, c'est que probablement au retrait des eaux, ça a compressé, c'est que le sédiment, il était mou, puis là, il est rendu dur. Parce que, à moins que tu es capable de plier une roche, là, tu devrais avoir de la misère, à moins qu'elle soit molle. Ça fait du sens? Nous avons vu les effets potentiels de l'assèchement rapide de la Terre lors du retrait des eaux du déluge et ces évidences dans le Grand Canyon comparé au catastrophisme qui a pu être étudié de l'éruption du mont Sainte-Hélène. Oui, comme le mont Sainte-Hélène, il y a un Grand Canyon qui s'est formé en quelques jours seulement, un canyon, ils appellent ça Little Grand Canyon, le petit Grand Canyon. Et le Grand Canyon, il a été formé comment? En quelques semaines, à travers les eaux du déluge qui se sont retirées, non pas sur des millions d'années. C'est pas la petite rivière dans le bas du Grand Canyon qui a érodé tout ça. Ça, c'est le restant du déluge. Nous avons pu voir les évidences concernant les couches sédimentaires qui sont issues d'une pensée circulaire et qui ne peuvent absolument pas soutenir les idéologies de datation liées aux millions d'années. C'est une pensée circulaire. Les roches datent les fossiles, mais les fossiles datent les roches encore mieux et avec plus de précision. Mais à quel âge ta roche? Mais tu l'as trouvé où dans la couche de fossilisation? Mais j'ai trouvé là. Mais il y a quel âge ton fossile? Mais tu l'as trouvé à côté de quelle roche? Ça n'a aucun sens. C'est une pensée circulaire. Nous avons vu les fossiles polystrates pétrifiés qui, eux aussi, posent un immense problème à l'utilisation des couches sédimentaires afin de dater les artefacts qui se trouvent. Pourquoi? Parce que ce sont des troncs d'arbres pétrifiés qui passent à travers plusieurs couches de sédiments. C'est qu'ils sont descendus de même pendant que les sédiments étaient mous. Là, tu as les couches de sédiments. OK, mais comment il a fait de passer à travers si tu as des millions d'années entre chaque couche? Ça marche pas. Ça veut dire que c'était tous des sédiments mous, qui se sont tous durcis en même temps à cause du retrait des eaux du déluge, à cause des ravages du déluge. Nous avons vu que les stalactites et les stalagmites et la pétrification, la calcification
ne peuvent pas non plus être un gage d'une longue période de temps s'associant à des millions d'années, parce qu'on a des chapeaux qui sont pétrifiés. Nous avons fait la démonstration que ni le charbon ni les diamants ne peuvent servir de prétendre que la Terre a des millions d'années, parce que tu peux faire du charbon en très peu de temps, puis tu peux faire des diamants en laboratoire. Et tu peux même prendre les cendres de ton animal préféré ou de quelqu'un que tu aimes puis les transformer en un diamant. Nous avons évalué les limites de la datation au carbone 14 et découvert que même cette innovation a ses limites et ses failles. En fait, le carbone 14 tend davantage vers la preuve que la Terre est beaucoup plus jeune que nous le présentent les pseudo-scientifiques, car celui-ci n'a pas encore atteint son équilibrium. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est-à-dire que le nombre qui est supposé rentrer, il n'est pas arrivé à son équilibre. Donc, il en rentre encore plus qu'il en sort, mais on devrait arriver, on devrait depuis le temps, si c'est vrai que ça fait des millions d'années, il devrait pas en sortir plus 40, mais il peut en rentrer encore bien gros. Donc, on avait vu ça. Nous avons aussi fait un léger survol de ce qui pourrait nous démontrer que l'âge de la Terre pourrait être beaucoup plus jeune que le propose la théorie de l'évolution. Ça, c'est les prochaines choses qu'on va voir aussi. Donc, on achève notre récapitulatif. Nous avons vu les multitudes de mensonges, arnaques et fraudes venant de supposés experts qui furent associés aux enseignements académiques. Hein. Ils ont trouvé une dent, puis ils ont fait croire que c'était par de la propagande des hommes de caverne. Finalement, c'est une dent de cochon. Par la suite, nous avons exploré les théories du chaînon manquant, le supposé homme préhistorique, les hommes de caverne, etc. Donc, l'homme de Cro-Magnon, il n'a pas l'air plus bizarre que ce que tu peux trouver à Montréal. Right? That's all, folks. Dieu voulant, à la semaine prochaine.